Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous fais de la grosse mécanique, une grosse panne sur un véhicule qui ne m'appartient pas, mais je vous montre ça tout de suite après le générique. Bon, aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, je vous parle d'une Mini R60 Countryman. Donc ça c'est un modèle de 2016, c'est une Cooper D. C'est pas ma voiture, je l'ai pas acheté celle-ci, et je la fais pour quelqu'un qui me fait confiance. Merci à lui, il se reconnaîtra d'ailleurs s'il regarde cette vidéo. On va commencer par déjà regarder le problème. Alors là je l'ai amené ici en dépanneuse, vous l'avez peut-être déjà vu d'ailleurs dans une vidéo qui concernait la dépanneuse quand je la chargeais dessus. Je l'ai entendu démarrer au ralenti, je préfère pas rouler avec et la démarrer le moins possible, mais je vais quand même vous faire écouter le bruit pour avoir déjà une référence pour avant la vidéo et puis avoir ce qu'on arrive à faire pour réparer tout ça. Je vous mets sur le trépied, je la démarre au ralenti quelques secondes pour vous faire écouter le bruit qui est assez horrible, et puis ensuite on voit pour ouvrir le moteur et voir ce qu'on commence à regarder. Comme vous l'avez entendu, c'est pas beau à entendre. On va voir si on arrive à faire quelque chose. Dans tous les cas, le propriétaire a eu affaire avec BMW qui ne font pas ce genre de réparation. Ils ne veulent pas s'attaquer à des moteurs comme ça. Bon, ça peut être compréhensible. Les concessions et les mécanos, enfin les on va dire les grands garages ne veulent plus s'attaquer aux grosses réparations comme ça. Leur préconisation, c'est de changer le moteur, mais eux ne le faisaient pas. Ils estimaient ça à environ 12 000 € pour une voiture qui en vaut un petit peu plus. Alors, je connais pas exactement le prix de cette voiture. Moi, ça m'intéresse pas forcément dans ce cas-là. Bon, le but, c'est de la réparer pour le moins cher possible, mais quand même en faisant les choses correctement avec des pièces, bien sûr, qui vont être durables dans le temps. Donc déjà, aujourd'hui, je sais pas trop ce que c'est. Pour moi, la bonne nouvelle, c'est que ça démarre, malgré le bruit que ça fait. Donc c'est déjà que c'est un moteur qui est pas non plus complètement cassé à l'intérieur. Honnêtement, pour le moment, je dirais que la chaîne est peut-être un petit peu décalée. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de dégâts et on va voir déjà si c'est ça. Je vais aller d'abord dans cette direction. S'il faut changer la chaîne, c'est du côté de la boîte, donc il faudra sortir le moteur. Donc je pense que ça va être une grosse vidéo si je vais jusqu'au bout. Mais en attendant, on regarde pour la suite. J'ai vu qu'à l'écran, ça m'affichait forte décharge batterie. Je vais d'abord la recharger, la mettre en charge en tout cas, avant qu'elle soit morte. Ça serait dommage de changer une batterie alors qu'elle était bonne. Et puis ensuite, je commence à ouvrir le moteur pour regarder tout ça. Sur les Mini R60, la batterie se trouve juste à l'arrière ici, dans la baie de pare-brise. Donc il y a juste un cache à enlever. Bon, s'il faut la remplacer, c'est un petit peu plus embêtant, mais là, c'est juste pour la brancher. Là, j'utilise un chargeur que je peux laisser, même une fois que c'est fini de charger. Il va réguler la tension et je pense que je vais le laisser brancher le plus possible. Ça permettra de remettre vraiment d'aplomb la batterie. Et de toute façon, si elle est HS, eh ben, il faudra la remplacer. Mais dans tous les cas, si on peut la sauver, c'est ce que j'essaie de faire tout de suite. J'enlève le cache plastique et puis on voit déjà ce qu'il y a dessous. Donc dans cette configuration, c'est un moteur 2 litres. Alors au début j'ai hésité parce que j'ai vu qu'il y avait des versions aussi 1,6 litre, mais là c'est bien un 2 litres. J'ai regardé sur la carte grise, sur la dénomination P1 qui donne la cylindrée de la voiture. Donc là c'est le moteur diesel de chez BMW et la chaîne apparemment est de ce côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'enlever un maximum de choses pour pouvoir accéder au couvre-culasse pour l'enlever et voir la chaîne et voir si elle est détendue. Je pense que dans un premier temps c'est la première chose à faire pour voir. Il faudrait aussi éventuellement pouvoir voir les compressions, mais j'ai pas d'accessoires pour le diesel. Donc à voir si je m'équipe de ça déjà en premier temps. Et voilà, j'ai effacé les défauts. Donc j'ai redémarré le moteur au ralenti. J'ai accéléré vraiment vite fait, peut-être à 2000 tours, 2500 tours maximum pour voir si ça remettait des défauts. Il n'y a pas de défauts qui réapparaissent dans ce cas-là. Il y a toujours le claquement bien sûr. Hors caméra, enfin j'ai quand même filmé, j'ai fait des tests. Alors c'est possible de faire des tests avec cette tablette. Alors j'ai rien à vous vendre, hein, c'est pour juste vous discuter de la recherche de panne. J'en ai profité de faire un test sur le débit d'injection. Et le débit d'injection de l'injecteur 1 est hors tolérance. Alors je vous mettrai une petite vidéo, un petit passage en même temps. Et ça me dit à la fin que les probabilités, ça soit une fixation cassée de l'injecteur numéro 1 par exemple, un problème de compression ou un problème de recyclage des gaz d'échappement. Donc je me suis renseigné sur BMW, le cylindre numéro 1 il est bien à l'avant de la BM. Là vu que c'est un moteur qui est en position transversale, c'est bien côté gauche. Donc du coup c'est bien le côté où vient le bruit, donc c'est bien ici. Donc le premier truc qu'il disait c'était l'injecteur
avec la fixation cassée. Franchement, c'est en super état. Il n'y a rien de cassé à l'extérieur. Donc, je pense pas que ça vienne de là. Ensuite, le mieux, ça serait de tester les compressions. C'est ce que je vais faire. J'ai pas encore l'outil, je vais le commander, mais ne vous inquiétez pas, ça sera tout de suite dans la vidéo après. Je pense passer par les bougies de préchauffage qui sont juste là. Je crois qu'il y a des accessoires qui se permettent de se mettre aussi à la place des injecteurs, mais bon, je vais faire au plus simple et je vais faire la compression de chaque cylindre. Ça me permettra de voir si c'est un problème de fuite dans le cylindre ou si c'est un problème d'injecteur. En tout cas, j'espère. Je vous donne rendez-vous dans la suite de la vidéo pour vous essayer tout de suite. Et puis moi, dès que j'ai reçu l'outillage pour faire ça. Bon, maintenant le but, ça va être de vérifier les compressions moteurs. Alors la valeur exacte, c'est pas que je m'en fous, mais c'est pas très important au bar près. Mais au moins savoir si les 4 sont pareils ou s'il y a une différence, par exemple sur le cylindre numéro 1 qui me pose souci sur la valise diagnostic. J'ai enlevé le morceau de faisceau ici, où c'est qu'il y a une dizaine de connecteurs qui ont été débranchés pour pouvoir accéder aux 4 bougies de préchauffage. J'ai acheté un kit comme ça. Alors c'est un kit, on va dire entrée de gamme. Malheureusement, pour un petit peu mieux, il a fallu attendre au moins 15 jours et j'avais pas trop le temps. Donc comment ça se compose? C'est des modules qui peuvent se brancher sur le manomètre avec une attache rapide. Toutes les petits là, c'est pour le... Donc là il en manque un, c'est celui que j'ai choisi. Tous les petits, c'est pour se mettre à la place des bougies de préchauffage. Et les gros ici, c'est pour se mettre à la place des injecteurs. Alors ça marche pas pour tous les injecteurs. Ça marche sûrement pas pour toutes les bougies de préchauffage non plus. Heureusement, moi j'ai trouvé celui qui m'allait dans mon cas. Donc il est juste ici, à côté des 4 bougies de préchauffage que j'ai démontées. Honnêtement, les bougies de préchauffage, j'ai toujours un peu peur, surtout quand c'est aussi fin, parce que j'ai toujours peur que ça casse à l'intérieur de la culasse. Des fois, le crayon gonfle, et après, pour la sortir, c'est compliqué, et le crayon, au bout, il casse, et après, on est foutu. Bon, dans mon cas, ça s'est bien passé, malgré que le filetage des bougies de préchauffage est un petit peu marqué, je trouve. Alors, est-ce qu'elles ont déjà été démontées et mal remontées, je sais pas, ou est-ce que c'est moi, en les démontant, qui ai fait ça. Le principal, c'est que la culasse soit en bon état. Mais c'est vrai que je trouvais que le filetage n'était pas super et était un petit peu forcé pour démonter. Bon, je vous conseille de jamais forcer pour démonter des choses aussi petites et plutôt de mettre du dégrippant. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, que j'ai laissé agir un petit moment. Donc bref, j'ai raconté toute ma vie. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher le module que j'ai trouvé qui correspond à mes bougies de préchauffage. Je vais commencer par le cylindre numéro 4 et petit à petit, je vais aller vers le cylindre numéro 1. Je laisse un peu de suspense, autant pour moi que pour vous. Et puis ça me permettra déjà d'avoir une base sur la compression normale de ce moteur, étant donné que les cylindres 4, 3 et 2 normalement ne sont pas concernés par les défauts sur la valise. J'insère ça, je mets le manomètre et puis on voit la compression du moteur. J'ai installé mon manomètre sur le cylindre numéro 4, donc là il est là, vous allez le voir avant moi. Et puis j'ai débranché les 4 injecteurs pour pas que ça démarre, parce que c'est pas le but que ça démarre, le but c'est qu'on vérifie les compressions. Donc là c'est un bouton pour démarrer, donc je vais laisser tourner, je sais pas, entre 5 et 10 secondes maximum par cylindre, pour voir un petit peu la compression de chaque cylindre. On se retrouve une fois qu'on a fait les 4 et puis je vous montrerai à chaque fois un peu plus précisément lorsque j'aurai fait la mesure. C'est parti. Donc premier cylindre, 25 bars, un petit peu moins, on va dire 25 bars. Je fais le montage sur le cylindre 3 et puis on continue. Bon, là on a fait un cas spécial, je peux pas brancher mon manomètre parce qu'il y a cette patte de merde en plein milieu qui me casse les couilles. Bon, désolé de parler comme ça. Le cylindre 3, c'est pas celui qui nous inquiète. Plutôt que de démonter encore le collecteur d'admission, je vais passer au cylindre 2 directement, puis le cylindre 1, en espérant qu'il n'y a rien qui gêne, mais normalement pour ces deux, ça devrait bien se passer. Donc on se reprend pour le cylindre numéro 2. Cylindre numéro 2, 24 bars, donc on touche à peu près à la vérité. Ça doit être environ la moyenne de ce moteur. Et maintenant, on va voir du coup la valeur du cylindre 1 qui pose problème sur le diagnostic. Cylindre numéro 1, on a entre 16 et 17 bars. Alors c'est pas 0 bar, mais c'est quand même plus faible que les autres. Je vois qu'il y a un problème, maintenant à savoir ce que ça peut être. Je démonte ça et puis on en reparle juste après. Bon alors on en est où avec ce moteur? Alors certains auront déjà peut-être pensé à cette idée là. Moi je m'oriente vers une nouvelle possibilité. Alors on en est où? On sait que dans le cylindre 1 on a un problème, que l'injecteur injecte un petit peu trop. Pourquoi il injecte trop on ne sait pas. Est-ce qu'il compense avec autre chose? On sait qu'il y a un gros bruit de claquement qui vient pour moi d'en haut, pas d'en bas. Donc je pense pas les coussinets.
Et je vois que les compressions ne sont pas non plus à 0. Alors il y a un manque de compression, hein, il manque presque 10 bars dans le cylindre numéro 1. Donc pour moi, je pense que vous avez déjà compris pour la plupart, pour moi il y a un petit problème au niveau des linguets. Alors sur ce moteur il y a des linguets, il y a un arbre à cam, et c'est des linguets qui transmettent le mouvement aux soupapes, pour descendre les soupapes. Je pense qu'il y a un linguet de cassé, certainement un linguet d'échappement ou peut-être d'admission, je sais pas, bon on verra. Pour voir ça, je vais démonter bien sûr le couvre-culasse. Il y a un petit peu de chantier là parce qu'il y a quand même pas mal de monde là-bas dessus. Mais je pense qu'il faut démonter le couvre-culasse avant d'aller beaucoup plus loin. J'aurais pu imaginer ça déjà avant, mais je préfère y aller petit à petit. J'espère que vous comprenez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ma méthode. En tout cas, moi j'aime bien faire comme ça. Et au moins, j'évite de trop m'éparpiller et de partir dans tous les sens. Donc c'est parti. Je vais commencer à démonter le couvre-culasse pour voir l'état des linguets, tout simplement. Et puis on verra ce que ça donne une fois que c'est ouvert. Bon, j'ai démonté toutes les conduites d'injection, donc qui allaient jusqu'aux injecteurs. J'ai enlevé les injecteurs avec le support qui vient dessus. Ils se sont enlevés très facilement, donc j'ai eu un petit coup de chance là-dessus, parce que j'avais peur qu'ils soient grippés. J'ai enlevé aussi la rampe, je crois que ça s'appelle comme ça. Il y a ce tuyau, j'espère qu'il va pas trop me gêner, parce que sinon il passe derrière le collecteur d'admission. Le collecteur d'admission il descend là-bas derrière, et cette durite elle descend là-bas derrière, bref c'est le bordel. J'espère que je vais m'en sortir comme ça. J'ai débranché un petit peu tout le bordel qu'il y avait dessus. Cette plaque elle est normalement sur le boîtier du vapeur d'huile je pense. Là j'avais le tuyau qui était fissuré et du coup en le démontant je l'ai cassé. Bon c'est pas grave, dans tous les cas il faut le changer. Et juste en le bougeant un peu il s'est recassé là-bas derrière. Donc à mon avis celui-là il est bien cuit. C'est le tuyau des recyclages de vapeur d'huile je crois, parce que là il y a la membrane. Bref, je vais essayer de dévisser toutes ces vis Turks femelles pour pouvoir sortir le couvre-culasse. Donc j'espère que ce tuyau ne va pas me gêner. Et puis si j'ai oublié de débrancher quelque chose, eh ben je le ferai à ce moment-là. J'enlève le couvre-culasse et puis on se retrouve dès que c'est ouvert. J'ai retiré le couvre-culasse, pas trop de soucis. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui me choque de ce côté-là, comme on peut voir. Alors je sais pas si ça se verra bien en vidéo, mais là les cams ne sont pas appuyées. Donc toutes les soupapes sont remontées au niveau du cylindre 1. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait un cubuteur qui soit cassé. J'ai essayé de faire bouger avec un peu un tournevis ou quoi que ce soit. Et je suis pas sûr que ça vienne de là. Heureusement, j'ai réussi à pouvoir passer une caméra endoscopique à l'intérieur des injecteurs. Cette caméra endoscopique, c'est ça. C'est une de chez Vevor. Alors c'est eux qui me l'ont envoyé pour que je puisse l'essayer. Et franchement, c'est vrai que c'est top. Comme on peut voir avec la molette ici, on peut tourner à droite à gauche. Je vous en ai sûrement déjà parlé dans une vidéo, ou sinon je vous en reparlerai dans une autre. Parce que en fait, c'est vrai que je m'en sers assez souvent. Donc c'est tout simple, c'est sur batterie, on l'allume, elle se met en route. Et puis ensuite, il y a la lumière, on peut régler la lumière, on peut prendre des photos. Bref, c'est vraiment top. Je vais vous montrer principalement déjà comment je m'en sers. Et puis ensuite, je pourrais vous parler un petit peu plus des détails de la caméra. Pour commencer, je vais déjà me mettre dans les cylindres numéro 4, par exemple, pour commencer. Et on va voir déjà ce que ça donne à l'intérieur. Alors, il faut bien viser parce que ça rentre pile poil dans le trou. Voilà. Donc là, comme on peut voir, là, on voit le dessus du piston. Et si je veux me décaler à droite ou à gauche, je peux faire ça. Ensuite, avec la main, je peux faire tourner et je peux voir un petit peu l'état du piston. Alors ça, c'est le dessus du piston. Là, c'est le centre et l'espèce de pré-chambre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et là, on peut voir l'état du cylindre avec le haunage d'origine encore. On peut voir qu'il y a un petit peu de calamine sur le piston, mais bon, rien de bien alarmant. C'est en très bon état encore. Bien sûr, après, il faut jouer avec la main pour plus ou moins enfoncer tout ça. Mais je trouve que c'est assez net. Et là, par exemple, si je voudrais prendre une photo, j'appuie là et c'est bon, ça a pris une photo qui est enregistrée à l'intérieur de la caméra. Je trouve ça vraiment pratique. Ensuite, ce qui nous intéresse, comme depuis le début, c'est le cylindre numéro 1. Donc, je vais le mettre dedans. Hop là. Donc là, je suis dans le cylindre numéro 1. Comme on peut voir, au milieu, pas trop de soucis. Et dès que je me tourne un petit peu, déjà, moi, il y a quelque chose qui me surprend, c'est qu'on voit la marque des soupapes. Alors là, on peut voir un petit peu une marque de soupape sur le dessus du piston, une deuxième, une troisième et une quatrième. Donc, il y a les 4 soupapes qui ont touché. J'ai regardé, bien sûr, sur le cylindre 2 et 3 et c'est pas le cas. Donc, je pense pas que ça soit un problème de distribution parce que sinon, ça aurait touché sur tous les pistons. Et alors, on peut essayer de se rapprocher un petit peu. Bien sûr, si on se rapproche collé, on n'aura pas la bonne netteté. J'ai aussi... Alors, je sais pas si ça se verra bien, voilà. Là, j'ai un petit peu des traces d'huile. Je sais pas si on verra bien. Des espèces de traces d'huile qui ont coulé. Bon, je trouve ça un petit peu bizarre, que j'ai pas sur les autres cylindres. Donc, peut-être que ça passe. Et là, ici, on peut voir des rayures. Alors, malheureusement, j'arrive pas à juger l'importance de ces rayures. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra. Mais voilà, ces rayures, donc je vais prendre en photo là aussi.
Et ces rayures, je vous remontrerai bien sûr si on voit pas bien la photo dans la caméra, enfin dans la vidéo, pardon. Et donc il y a des rayures sur, je dirais sur 20 degrés à l'intérieur du cylindre. Donc est-ce que c'est des rayures très importantes? Je ne sais pas, mais ça pourrait être un petit peu la cause de la baisse de compression. Et si je me retire un petit peu plus, voilà, donc je peux pas trop me retirer parce que le piston est assez haut, malheureusement. Et comme on peut voir, voilà, il y a des traces de soupape. Alors, je sais pas dire si c'est des traces vraiment marquées ou pas. Mais bon, dans tous les cas, sur les autres cylindres, je vois pas ces traces de soupape. Donc c'est quand même bizarre. Et comme par hasard, c'est le cylindre qui nous pose problème. En tout cas, c'est le cylindre sur lequel j'ai eu les alertes. On peut voir un petit peu, ouais, de loin, on voit pas trop. Et ensuite, il y a ça. Alors, je sais pas trop ce que c'est, de l'huile, du gras. Bref, vous l'avez compris, je sais pas trop encore ce que je vais faire avec ce qu'il y a exactement dans ce moteur. Mais ce que je sais, c'est que le plus simple, ça serait de le démonter. Donc de sortir le moteur de la voiture. De toute façon, s'il faut déculasser, la chaîne elle est du côté de la boîte, la chaîne de distribution. Donc ça serait beaucoup plus simple de faire comme ça. Pour ceux qui sont intéressés par cette caméra, je vous mettrai un lien et un code promo dans la description. Moi personnellement, je la trouve vraiment top. Bon, c'est vrai qu'on m'a envoyé pour que je l'essaye. Mais j'aurais pu être capable de l'acheter parce que franchement, elle est vraiment top. Il y a une carte SD pour pouvoir récupérer les photos dans un ordinateur par exemple. Donc c'est vraiment pratique. La batterie, je l'ai encore jamais rechargée et je m'en suis servi déjà au moins 5 fois. Donc franchement, c'est assez efficace. On peut régler l'écran, on peut faire plein de choses. Le seul point négatif, c'est qu'on ne peut pas la ranger avec l'écran mis dans la boîte d'origine. Mais bon, ça reste un détail. Allez, moi en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter les phares, la calandre, toute la face avant pour pouvoir sortir le moteur de la voiture. Bon, première étape, j'ai démonté toute la face avant, le pare-choc, le masque, les radiateurs, l'échangeur, le radiateur de clim, le condenseur clim. J'ai démonté aussi un petit peu tous les plastiques qu'il y a autour. Bref, vous avez compris, je vous fais pas un tuto, mais je vous montre un petit peu les étapes petit à petit. Là, j'ai un petit peu plus de visibilité pour enlever le moteur. Normalement, il ne devrait pas rester grand chose. J'ai branché les arrivées et le retour de gasoil en dessous. J'ai débranché les prises de boîte de ce côté. J'ai débranché aussi le plus qui vient sur l'alternateur et sur le démarreur qui pend ici. Donc là, il va me rester un petit peu de câblage, je pense. La sortie d'échappement, apparemment, c'est un collier qui est assez simple. Les cardans, malheureusement, j'ai pas encore la douille pour démonter les écrous de roues anti-vol. Donc, je pense que je vais être bloqué pour les cardans. J'ai le support anti-basculement dessous et puis il me restera les deux supports moteurs sur le dessus. Je pense qu'il restera pas grand-chose d'autre, à part les cardans et comme j'ai dit, enfin, ce que j'ai dit juste avant. Sûrement un petit peu plus de câblage à l'arrière. Et puis ensuite, je pourrais sortir le moteur et l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous montre un petit peu quand même de temps en temps. Là, je viens de démonter tout ce que j'ai dit juste avant. Il me reste juste les deux tuyaux de chauffage et la commande de boîte qui est démontée, mais je suis pas sûr qu'elle passe entre les pièces qui restent sur le moteur. Donc, il faut que je vois de ce côté-là. Je vais essayer de tirer tout doucement et de démonter. Alors, j'ai enlevé les colliers pour retirer les tuyaux de chauffage. Bien sûr, ça vient pas, comme d'ailleurs le cardan conducteur qui est encore sur la boîte. J'ai vraiment pas réussi à l'enlever. Donc, je vais essayer de sortir comme ça, mais ça va être la galère, je pense. J'essaye d'enlever tout ça et puis je vous tiens au courant par la suite. Voilà, j'ai sorti le moteur, j'ai enlevé du coup la commande de boîte, c'est juste ça qui manquait, les tuyaux de chauffage. Et comme on peut voir, il y a encore le cardan qui est resté là parce que c'est un système de merde, c'est impossible à démonter. Il faut tirer fort, mais bon, je vais pas tirer sur le cardan parce que sinon là il va se décrocher. D'ailleurs là il est un peu non c'est bon, j'ai cru qu'il était un petit peu sorti. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la boîte pour pouvoir le mettre sur le support. Là c'est une boîte automatique, donc je vais faire attention, je suis pas habitué à tout ça. Je pense qu'il faut démonter le convertisseur de couple et le laisser dans la boîte. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et ensuite, une fois que je l'aurai mis sur le support, je pourrai commencer à démonter, je pense, le collecteur d'admission ici. En tout cas, je ferai comme je peux. Et je pense que c'est un petit problème avec les volets. En tout cas, c'est la solution que je vois pour le moment. Je vais pas vous saouler avec ça, je vais pas faire une vidéo trop longue. Donc je démonte la boîte, je mets sur le support. Et puis on voit le démontage pour voir la panne de ce moteur. J'ai déposé la boîte automatique qui pèse 3,5 tonnes environ. J'ai mis le moteur ici, j'ai pu démonter le collecteur d'admission qui est juste là. Et je voulais vérifier, une des choses que j'avais un petit peu peur, c'était qu'un clapet d'admission, donc ces clapets qu'on voit ici, qui servent pour un système d'antipollution, bon bref c'est de la merde, vous avez compris. Des fois il y en a un qui se barre et puis qui va dans le cylindre et puis qui peut casser un peu le moteur. J'avais un suspect là-dessus, mais les 4 clapets ronds sont encore là. Je sais pas s'il y en a là-dedans, mais en tout cas il y en a aucun sur les 4 et ça a pas l'air d'être ça. Pour ce qui est de l'intérieur de l'admission, on peut voir que c'est très calaminé quand même. Là aussi un petit peu dans tous les cylindres. Bon là on voit une soupape qui est un peu descendue. Je pense qu'il y en a un qui appuie dessus là, une cam qui appuie dessus. Et bon je vois rien de spécial. Dans tous les cas c'est le cylindre numéro 1 ici qui nous intéresse le plus. Et il n'y a pas l'air d'avoir trop de dégâts en tout cas visuellement comme ça.
Bon, je pense qu'il faut déculasser, donc je continue le démontage et puis je vous montre un peu lorsque j'en suis là. Bon, je vous ai passé un petit peu toutes les étapes, mais comme on peut voir, j'ai déculassé, donc j'ai enlevé la chaîne, le pignon, tout ça, bref, on s'en fout. Le principal, c'est que j'ai déculassé pour voir à l'intérieur des cylindres. La culasse, elle est là, on en parle juste après. Là, j'ai fait exprès de descendre le piston numéro 1 parce que pour ceux qui suivent la vidéo, vous avez vu qu'avec la caméra, j'avais vu des rayures à l'intérieur du cylindre. Je mets le flash et je vous montre ça tout de suite. Donc là, on est dans le cylindre numéro 1, vue arrière. Là, c'est là où il y a le collecteur d'échappement. Donc là, c'est bien le cylindre numéro 1. Et comme on peut voir les rayures ici, alors j'ai essuyé avec le chiffon et j'ai touché, on sent vraiment rien. Donc c'est une bonne nouvelle hein, on va dire que l'intérieur ça soit en bon état. On peut voir qu'on voit les traces de soupape comme on avait vu à la caméra, mais c'est des traces en relief. Alors c'est vraiment bizarre, mais bon, c'est comme ça. Pour ce qui est de la culasse, donc le cylindre numéro 1 il est là. Comme on peut voir, les culbuteurs, il n'y en a pas un seul de cassé, j'ai vérifié, les rouleaux sont en bon état. Les poussoirs sont même pas désamorcés sur le cylindre numéro 1. J'ai regardé un petit peu les autres, ils sont très durs encore. Donc je pense pas qu'il y ait un souci de ce côté là. Les soupapes n'ont pas l'air d'être baissées. Bon, comme j'ai dit, je vais essayer de relever pour vous montrer. Donc si je lève un peu la culasse, je lève pas en entier parce que sinon ça va tout tomber. Donc là vous avez un petit aperçu des soupapes. Et comme on peut voir, ça n'a pas l'air d'être bien tordu. Bon, c'est difficile à voir comme ça. En plus, il y a plein d'huile qui a coulé. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pas trop de visuel là-dessus. Enfin, j'ai pas l'impression que les soupapes soient tordues. Désolé, c'est un peu tard, je suis fatigué. Et pour le joint de culasse, donc le cylindre numéro 1 de ce côté, bon, il y a un petit peu d'huile. Mais comme on peut voir l'anneau autour, il n'y avait pas l'air d'avoir de fuite sur le joint de culasse. Bon, c'est peut-être une fuite un petit peu légère, étant donné qu'il y avait quand même encore 16 barres. J'ai vidangé l'huile qu'il y avait dans le moteur, je savais pas, j'aurais dû le faire avant. J'ai démonté le carter d'huile, juste à l'instant, comme vous voyez, ça coule encore. Et en ouvrant le carter, j'ai vu quelque chose dedans. Déjà, j'ai trouvé ça de quelque chose qui n'était pas normal. Je l'ai remis où c'est que je l'ai trouvé. Donc déjà, un gros morceau ici. Donc déjà, je trouvais ça un peu bizarre, je le remets là. Et ici, dans la crépine, j'ai trouvé encore plein de trucs, voilà, plein de morceaux. Donc je me suis dit, ça doit être un coussinet. Et pas manqué, le cylindre 1, il est là. Et voilà. Donc là, le coussinet, il est complètement mort. Maintenant, il faut démonter un peu plus pour voir les dégâts. J'espère que c'est pas trop grave, en tout cas pour le propriétaire de la voiture. Bon, sans trop de surprise, j'ai démonté le palier. Le palier, il est un petit peu abîmé. Donc ça, c'est le palier, c'est le morceau qui va de l'autre côté de la bielle. Du coup, là, je vois qu'il est un petit peu abîmé. Donc il y a au moins une bielle à changer. En tout cas, en commençant comme ça. Et puis en regardant un petit peu mieux, on voit que le palier du vilebrequin, il est pas génial non plus. Faire rectifier un vilebrequin, c'est très long. C'est un petit peu, enfin, c'est surtout très long. Ça coûte quasiment le même prix qu'un vilebrequin d'occasion ou neuf. Donc je pense que le mieux c'est qu'on change le vilebrequin. Le propriétaire m'a donné le feu vert pour faire les réparations. Donc c'est parti maintenant pour la continuité du démontage. J'ai déjà retiré le volant moteur parce que je vais changer le vilebrequin. Alors oui, il y en a qui réparent les moteurs et comme moi, et il y en a d'autres qui les changent. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans la vidéo de la Mini que j'ai fait, la Mini Cooper S. Bref, je vais pas m'étendre là-dessus. Je continue le démontage. Sur ce moteur, la distribution est côté boîte. Donc je vais démonter le carter ici pour pouvoir enlever la chaîne. Et c'est un N47N. Donc normalement, il n'a pas le souci des chaînes de distribution. Donc je ne la change pas dans ce cas-là. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Je démonte ce carter et puis après j'essaie de trouver un moyen de le mettre sur le support moteur. Ça sera beaucoup plus facile pour travailler dessus. Surtout pour démonter et changer le vilebrequin. Bon, désolé pour le contre-jour, j'ai démonté le carter ici, donc c'est toutes des petites vis tout le tour, et puis après ensuite il y a des petites douilles qui le tiennent bien en place. Donc là, comme on peut voir en haut, il y a la chaîne supérieure qui vient sur la culasse, et ici la chaîne inférieure qui vient du vilebrequin jusqu'à l'arbre intermédiaire, enfin j'appelle ça comme ça, je pense que ça s'appelle comme ça, bref on s'en fout. Et là on voit la chaîne qui entraîne la pompe à huile. Donc bien sûr il faut que j'enlève la pompe à huile pour pouvoir enlever le vilebrequin. Et sur le vilebrequin, il y a deux pignons, un pour la pompe à huile, un pour la chaîne de distribution, enfin c'est logique. Donc du coup, il faut retirer ces chaînes pour pouvoir retirer plus tard le vilebrequin. Il y a l'étendeur, comme j'ai dit, le keychain, je ne pense pas le changer. Je pense qu'il était encore en bon état. Et de toute façon, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Il n'y a pas de maladie sur ces moteurs. Ça a été rectifié, il me semble, en 2013. Là, c'est un modèle de 2016. Donc, il n'est pas concerné par ce problème. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, je ne compte pas le changer. Et puis bon, c'est pas des frais supplémentaires qui sont peut-être évitables pour le propriétaire. Je continue le démontage et puis je vous montre un petit peu la suite un peu plus tard.
Donc j'ai déjà enlevé la chaîne du haut, les tendeurs, enfin le tendeur avec qui est ici, que j'ai mis une petite pine dedans, j'ai perdu le nom, les patins de chaque côté. J'ai enlevé aussi la vis de la pompe à huile. Alors faut faire gaffe, la vis qui est ici, c'est une vis avec un pain inversé, donc pour dévisser, il faut visser, enfin en temps normal. Et maintenant pour enlever la dernière chaîne, il faut que j'enlève aussi le pignon. Et pour enlever le pignon, il faut ce petit outil qui est spécial, donc que je visse comme ça à l'intérieur. Voilà, que je vais visser comme ça à l'intérieur avec ça. Et une fois que c'est vissé, j'enlève ça. Je dévisse ce qu'il y a à l'intérieur et ça va faire sortir le pignon. Je fais ça, je vous montre un petit peu, parce que c'est peut-être un petit peu intéressant. Je sors la chaîne et puis après je continue. Bon, j'ai fermé le portail pour pas que vous ayez le contre-jour. Et au fait, j'ai dit une bêtise. C'est pas l'arbre intermédiaire, c'est la pompe haute pression qui est juste derrière. Enfin, la pompe, oui, la pompe HP. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais visser ça comme j'ai dit. Si j'y arrive. Voilà, pas besoin de serrer trop fort. Ensuite, j'enlève la partie du milieu. Et normalement, maintenant, en dévissant la vis qui tient la poulie, et ça devrait la sortir toute seule. Bon, évidemment, il y a tout qui tourne. Bon, voilà, avec la clé à choc, ça va mieux. Normalement, j'aurais pu bloquer le moteur avec un autre outil, mais là, j'ai pas trop le temps. Il faut que je fasse autre chose après. Donc là, voilà. Donc là, en desserrant, ça va faire venir normalement la poulie. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Ça va la décoller. Donc vous inquiétez pas, j'ai rien cassé. C'est juste pour décoller la poulie. Donc là, il faut que je finisse de dévisser ça. Je suis désolé, j'espère que vous voyez bien. Là, c'est pas très clair. J'essaierai de vous mettre un flash la prochaine fois parce que là, c'est pas génial. Donc je peux même renlever l'outil aussi. L'outil avec la vis, voilà. Donc la vis, en fait, elle a une espèce de rondelle. Et du coup, c'est ça qui appuie à l'intérieur de l'outil. C'est pour ça que ça permet de faire éjecter la poulie. Donc j'enlève la chaîne et puis je vous montre un petit peu quand c'est avancé. Je vous montre rapidement. Comme on peut voir à l'intérieur de la poulie, ici, il y a une clavette. Donc c'est une poulie qui est indexée, ce qui est normal. Et ici, sur l'arbre, on voit bien la rainure de clavette à l'intérieur. Donc c'est bien indexé. Donc il n'y a pas de souci pour la remettre en place pour celle-ci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver une solution pour accrocher le moteur. Maintenant que j'ai plus besoin d'accéder de ce côté, en tout cas plus trop. J'essaie d'accrocher le moteur et de le mettre sur le support moteur. J'ai déshabillé un petit peu plus le moteur pour un petit peu plus de place et je l'ai mis enfin sur le support moteur. Alors c'est un petit peu plus compliqué par rapport à d'autres moteurs parce qu'avec la chaîne de ce côté-là, une fois que je mets le support moteur, j'aurai plus accès. Enfin bref, ou alors très compliqué de passer les outils par là. J'ai pas démonté le compresseur clim ni l'alternateur, ni le support de filtre, ni la pompe HP. Pour le moment, ça me sert pas à grand chose d'y enlever. Bien sûr, je changerai le filtre à huile et je nettoierai le plus possible le circuit d'huile. Mais bon, je pense que la crépine a déjà bien fait son boulot. De ce côté, j'ai enlevé aussi la courroie d'accessoires. Comme on peut voir ici, la poulie dampeur elle a changé, donc je vais la changer. Le compresseur clim, pas de bruit anormal. La pompe à eau, pas de jeu et pas de bruit de roulement. L'alternateur aussi, pareil. Bon, c'est un moteur qui n'avait pas beaucoup de kilomètres, donc il n'y a pas de raison que tout cela soit en mauvais état. La courroie est aussi en bon état. Je l'ai démonté pour pouvoir démonter la poulie dampeur. Et là, pour faire tourner le moteur, il existe aussi un outil. Je vais vous montrer tout de suite. Donc sans démonter la poulie dampeur, il y a un outil qui se trouve qui est comme ça et qui permet de se loger à l'intérieur des 4 trous et de faire tourner le moteur. Alors moi je vais l'enlever, mais avant de l'enlever, je vais en profiter de pouvoir faire tourner le moteur comme ça pour pouvoir démonter le vilebrequin, enfin le vilebrequin, les bielles pardon, et ensuite j'enlèverai la poulie dampeur pour pouvoir sortir tout ce qu'il faut. Je continue le démontage et puis je vous montre encore une fois petit à petit. J'ai retourné le moteur et comme je disais juste avant, la crépine ici elle a bien fait son boulot. Les trous sont quand même très petits, je sais pas si vous verrez par rapport à mon doigt. Alors il peut toujours y avoir des petits trucs qui peuvent passer, je vous l'accorde, c'est pas idéal, mais quand même on va dire 99% c'est stoppé par ici. On peut avoir encore les gros morceaux et même des petits morceaux qui n'ont pas pu passer parce que les trous sont vraiment infimes. Je vais quand même démonter la pompe à huile parce que là elle va me gêner dans tous les cas pour nettoyer à l'intérieur le plus possible, enfin le plus possible pour tout nettoyer ce qu'il y a à l'intérieur de la crépine, et je regarderai aussi de partout où je peux pour voir s'il n'y a pas des problèmes, enfin s'il n'y a pas des problèmes, s'il n'y a pas des morceaux qui sont à l'intérieur, mais j'ai déjà fait d'autres moteurs comme vous avez pu voir sur la chaîne et en général ça passe pas à la crépine, et si ce qui passe la crépine, et ben ça se fait broyer et du coup c'est ce qui a peut-être user le reste des coussinets. Dans mon cas, je vais changer tous les coussinets de bielle et de vilebrequin, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et pour ce qui est de l'arbre à cam, il n'y avait pas de traces dessus, donc c'est on va dire, c'est les lubrifications les plus importantes, même s'il y en a d'autres. Et s'il y avait vraiment des morceaux qui étaient passés, je les aurais vus aussi sur les paliers d'arbre à cam. Bref, je vous raconte pas toute ma vie. J'enlève la pompe à huile, je continue de démonter les autres bielles, et puis ainsi de suite jusqu'au démontage du vilebrequin. Donc là, je suis en train de démonter
les paliers de bielle en dessous. Donc le premier, je l'avais déjà démonté, il est juste là. Je suis en train de démonter les deuxièmes et ça va me servir aussi de repère. Là, j'ai dévissé. Et lorsque je l'enlève, donc de ce côté, il n'y a pas de marquage. Et de ce côté, il y a un D qui n'est pas du côté de la distribution, ce qu'on pourrait penser. Et c'est plutôt du côté de l'avant. Donc pour rappel, sur BMW, le cylindre numéro 1, c'est celui-ci, celui qui est côté de l'avant du moteur. Bon, on l'a vu qu'il est en position transversale, on va dire côté courroie d'accessoires. Le D, il est côté courroie d'accessoires aussi, côté avant du moteur. Bon, après peut-être que ça va dire autre chose en allemand, je sais pas. Dans tous les cas, j'ai le repère pour le remontage. Ces deux, ils sont démontés, il manque plus que le dernier à démonter. Je pousse les bielles jusqu'en haut des cylindres pour pas que ça me gêne. Et puis ensuite, on voit pour démonter le vilebrequin et avant la poulie d'ampère aussi. J'ai enlevé tous les paliers du vilebrequin, donc là, il n'y a plus qu'à le tirer. Il est juste posé, je l'ai pas encore retiré, bien sûr. Là, comme on peut voir, il y a le coussinet ici qui est resté. Et comme on peut voir, c'est vraiment pas beau. Alors là, j'ai déjà essuyé, c'est pour ça qu'il est propre. Mais c'est vraiment pas beau. Ça veut dire que il y avait soit un manque de lubrification, mais c'est quand même bizarre qu'il n'y ait aucun voyant qui soit allumé au compteur, aucun défaut par rapport à la pression d'huile. Pourtant, je pense qu'il y a quand même des capteurs de pression d'huile, c'est quand même la base dans un moteur. Donc je trouve ça un peu bizarre. Bon, dans tous les cas, les coussinets, comme j'ai dit, je les change. Ceux-là, il n'y en a pas un qui a sauté, donc heureusement, je change le vilebrequin aussi, donc il n'y aura pas de souci de ce côté-là. L'autre côté, on pourrait croire que c'est peut-être que d'un côté, mais de l'autre côté, alors il est moins propre parce que je ne l'ai pas sorti. Mais de l'autre côté, il est aussi un petit peu abîmé. Peut-être légèrement moins, mais il est abîmé aussi. Au milieu, le vilebrequin, il n'a pas l'air. Ah, quoique si, il est un petit peu abîmé quand même. Là, il a des traces aussi. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, mais les Mini, c'est vraiment de la merde, pour ceux qui suivent un peu ma chaîne. Bref, ça, c'est mon avis. En attendant, je vais sortir le vilebrequin. Et puis, pour voir un petit peu si si les coussinets de l'autre côté n'ont pas mangé. Mais normalement, il n'y a pas de raison. J'ai passé un coup de chiffon et j'ai retiré les coussinets de palier de vilebrequin qui étaient sur l'autre côté. Donc heureusement le bloc n'a rien. Bon, c'est un petit peu logique, les coussinets étaient un petit peu usés. D'ailleurs c'est le but des coussinets. Enfin pas de s'user mais en tout cas de ne pas abîmer le bloc si jamais il y a un problème. Les coussinets, pour ceux qui ne savent pas, ils ne tournent pas dans le bloc, ils tournent uniquement... Enfin le vilebrequin tourne dans les coussinets, mais les coussinets ne tournent pas dans le bloc. C'est pour ça que c'est rarement abîmé dans le bloc ou alors c'est vraiment qu'il y a eu un gros souci. On peut voir ici qu'il n'y a pas le coussinet, c'est normal parce qu'il a carrément, c'est celui qui avait fondu, celui de la bielle numéro 1. Et ceux des bielles numéro 2, 3 et 4 ne sont pas si abîmés que ça, contrairement aux paliers de vilebrequin. Tout à l'heure, je vous ai parlé des paliers d'arbre à cam, mais je suis pas sûr que je vous ai montré. Du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors sur l'arbre à cam, j'ai pas démonté tous les paliers, ça ne sert à rien. De ce côté, c'est là où se fait l'alimentation en huile. Alors par ce petit trou ici, il y en a un autre aussi de l'autre côté. Je pourrais démonter aussi celui-ci pour voir. D'ailleurs, je le ferai après hors caméra. Mais j'ai démonté le premier palier car c'est celui qui ramasserait les merdes en premier. Donc comme on peut voir déjà, l'arbre à cam, alors je sais pas si ça fera la mise au point. L'arbre à cam est nickel, hein, il n'y a pas de rayures, rien du tout. Et l'intérieur du palier, attendez, je vais vous montrer pour pas que ça tourne, voilà. Donc là j'ai essuyé, pareil, c'est nickel, il n'y a pas une seule rayure, rien. Donc c'est vraiment nickel. Ça je vais pouvoir le remettre ici. Hors caméra je vais démonter aussi celui-ci pour vérifier, mais je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Et ceux qui sont après, si les premiers n'ont pas ramassé, ceux-là ne ramasseront pas non plus. Bref, on en est là pour l'état du moteur. Je vais finir de nettoyer bien sûr, et puis je vous reprends un petit peu après pour la fin de la vidéo. Du coup j'ai dit une bêtise, bon vaut mieux que je me rectifie plutôt que de laisser ça. La lubrification des paliers, il y en a bien de partout sur chaque palier. Donc j'ai dévissé d'autres paliers, alors j'ai fait celui-ci, celui-ci, un peu au pif, et du coup ils sont tous dans le même état, ils sont en bon état. Bon j'avoue, là il y a des micro rayures, si vraiment on veut être difficile, mais dans tous les cas, des paliers de ce style, il y a toujours des petites rayures. Quand je dis des rayures, c'est vraiment très infime, hein, sinon hein, bien sûr il faudrait changer ça. Mais là dans ce cas-là, pas besoin, c'est vraiment en bon état pour moi, donc pas besoin de toucher à ce niveau-là. Bon, dans tous les cas, s'il y a quelque chose qui est passé dans la crépine, ce qui est déjà des petits morceaux, en fait par logique ça a dû aller dans le filtre à huile. Donc le filtre à huile j'ai commencé à le démonter et en fait c'est justement prévu pour ça. Donc là à l'intérieur, par exemple ici, on peut voir des morceaux qui brillent. Alors je sais pas si ça se verra bien avec la caméra, mais tous les morceaux de coussinet qui ont pu passer, les petits, sont dans le filtre à huile. Là on peut voir encore des morceaux qui brillent. Donc bon là je le remets, bien sûr je vais le changer, j'en commanderai un nouveau. Mais dans tous les cas je pense que c'est passé par le filtre pour tout ce qui est les petits morceaux qu'il y avait. Donc il n'y a pas trop de risque. Je vais bien sûr nettoyer le plus que je peux le moteur. À voir si je démonte l'alternateur et le compresseur de clim et tout ça. Pour le moment c'est pas nécessaire. Pareil pour les pistons, le numéro 2, 3 et 4, je suis pas sûr de les sortir du bloc. Tout simplement parce que ça fait des risques en moins d'abîmer les segments. Si j'ai besoin de mesurer les segments, ce qui peut être assez répétable d'un cylindre à l'autre, en général, je pourrais le faire sur le cylindre numéro 1 étant donné qu'il faut que je le sorte pour changer la bielle. Bon voilà, ça sera tout pour cette première vidéo sur ce moteur. J'en ferai une seconde la semaine prochaine, en tout cas si ça se passe bien.
Donc là, comme vous avez vu, il y a quelques dégâts. Donc le vilebrequin, une bielle. Je vais changer aussi tous les coussinets, donc que ce soit ceux de palier de vilebrequin, ceux de bielle. Je vais aussi changer bien sûr filtre à huile, faire une vidange, et ça c'est normal, surtout avec ce qu'il y a eu. Je vais changer quelques joints qui sont indispensables, soit que j'ai démonté, soit qui fuyaient un petit peu. Bon, il n'y avait pas trop de fuite, mais on ne sait jamais, je préfère mettre des nouveaux joints. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer aussi la poulie dampeur que je vous ai montré, et puis ensuite il faudra tout remonter. Je ne me rappelle plus si j'ai prévu d'autres choses, mais ah si, j'ai aussi le tuyau d'aération sur le couvre-culasse qui était cassé. Donc du coup c'était pas génial, ça faisait un peu une fuite. Bon, c'est pas ce qu'il y a de pire, mais autant le faire pendant que j'y suis dedans. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, encore une fois, comme d'habitude. Moi ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas aussi à partager si ça peut intéresser d'autres personnes. Ce moteur, il y a eu d'autres soucis, comme par exemple des soucis de chaîne sur les modèles avant 2013, je crois, quand il y a eu une correction. Et là ce modèle n'est pas concerné, comme j'ai dit dans la vidéo, parce que c'est un modèle de 2016. Je vais changer le vilebrequin avec le propriétaire. On s'est entendu par rapport au prix. Alors je ne parlerai pas trop de prix pour celui-ci parce que c'est pas mes dépenses, c'est les dépenses de quelqu'un d'autre et il n'a peut-être pas envie d'en parler. Bon bref, il pourra toujours le faire en commentaire s'il en a envie. J'ai opté pour un vilebrequin neuf. Alors ça ne sera pas un vilebrequin BMW parce que c'est un petit peu trop cher par rapport au budget qu'on avait. Donc ça sera un vilebrequin adaptable, mais qui est très bien. D'ailleurs je l'ai déjà reçu, il me manque encore d'autres pièces pour finir le moteur, c'est pour ça que je ferai ça dans une seconde vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires encore une fois, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de la vidéo de ce moteur. Salut!